Bonjour. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Peggy Leplat, directrice adjointe de l'innovation aux HCL. Donc merci d'être là pour ce webinaire qu'on va essayer de condenser sur 1 heure et qui est dédié à nos retours sur les salons, congrès, journées de formation auxquels nous avons participé ces 12 derniers mois. Donc à la fois côté direction de l'innovation, mais aussi côté direction des services numériques, DIB et direction des affaires techniques. Donc soit en tant que visiteur, mais aussi intervenant, voire exposant pour certains. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous informer sur les événements clés de l'année écoulée pour ceux qui n'ont pas pu y participer, de partager ce qui nous a vraiment marqué, euh, des sujets autour de l'IA, de la donnée en santé, en passant par les enjeux RSE réglementaires jusqu'aux tendances pardon, dans le domaine du bâtiment. Et puis de vous transmettre des informations qu'on espère utiles, donc à minima sur un plan culturel, mais aussi potentiellement actionnable pour vos projets. Donc la présentation va se faire dans l'ordre chronologique du déroulé de ces événements. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui s'affichent. Donc ça va du salon Medinov, des événements autour du CHUL Tech Connection Day qu'on vous détaillera, en passant par une conférence nationale sur la chirurgie digitale et robotique, et puis des journées de formation autour de l'architecture en santé à Menton. Voilà, donc ça va être vraiment au fil de l'eau. N'hésitez pas à poser vos questions à chaque fois que vous en avez pour que chaque intervenant puisse y répondre directement. Et vu l'agenda, on va commencer avec Noéline Clavier, qui est chargée de développement de partenariat au sein de la direction de l'innovation et qui va nous faire un retour sur le CHUL Tech Connection Day de fin 2024, les journées tiers-lieux d'expérimentation Tech for Health et People for Health. À toi, Noéline. Merci Peggy. Du Et coup, c'est bon. le CHU Health Connection Day, c'est un événement au grand nom qui vient d'un accord signé en 2022 entre France Biotech et la conf des DG de CHU. Et l'idée de ces événements, c'était de définir les priorités communes en santé, de renforcer les synergies entre hôpitaux et entreprises et d'accélérer l'innovation au service des patients. Donc l'année dernière, c'était la 3e édition qui a eu lieu sur 2 jours à Lille, sur une journée à Lille. Cette année, elle est dans 2 semaines, les 7 et 8 novembre à Bordeaux. Et l'édition 2026, l'année prochaine, donc aux alentours de décembre, sera à Lyon. Les grandes thématiques de la journée de 2024, c'était l'IA et la donnée de santé, les enjeux sociétaux et environnementaux, les domaines d'intérêt prioritaires et communs en matière d'innovation. Il y a eu un peu plus de 1000 participants, 18 partenaires, 140 intervenants, 118 exposants. Donc les exposants, c'est surtout des entreprises avec lesquelles les CHU travaillent de manière assez étroite. Donc voilà, c'est des entreprises établies ou des startups déjà assez connues de l'environnement hospitalier. Voilà, il n'y a pas spécialement de grandes découvertes. Et ensuite, il y a les 32 CHR et CHU qui participent. Sur l'édition de 2024, il y avait vraiment un focus sur le lien entre les entreprises innovantes et les CHU. Le mot d'ordre de beaucoup des interventions et des conférences, c'était dérisquer les innovations en santé en facilitant donc ce lien entre CHU et entreprises. Voilà, les intervenants ont beaucoup parlé de la nécessité pour l'ensemble des CHU, CHR de continuer à innover. Voilà, c'est justement des fois, enfin, dans la difficulté que ça devient une encore plus grande nécessité. On a aussi relevé, il y avait au cours des interventions, la demande qui venait surtout des entreprises et même des hospitaliers de renforcer le lien entre les startups qui ont des solutions innovantes et les achats. Voilà, que c'est des projets qui soient issus de la recherche ou de startups ou d'industriels, vraiment que on puisse les accompagner jusqu'au déploiement commercial et que les solutions soient par la suite achetables par les établissements de santé. Et donc avec cette thématique-là, il y avait une très forte implication et visibilité du RESA et un peu moins du NIHA. Dans les annonces qui avaient été faites, il y avait l'annonce de la fabrique de l'innovation à Nantes, qui va être un lieu dédié à l'innovation en santé.
C'est 600 mètres carrés. Alors, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais de ce que j'avais retenu, c'est en grande partie financé par la métropole de Nantes. C'est à proximité du CHU. Voilà, et ça va faire. Enfin, il va y avoir des tiers-lieux d'expérimentation, des structures d'appui à la recherche et à l'innovation, des pépinières d'entreprise. Voilà, un écosystème un peu complet. Et la nouveauté qu'on va inaugurer cette année, là, quand on va se rendre à Bordeaux dans 2 semaines, c'est un village des tiers-lieux d'expérimentation labellisés France 2030 qui sont portés par des CHU. Alors, si certains ne connaissent pas cette notion, je vais en parler juste après, donc je détaillerai un petit peu. Et ensuite, sur la journée, enfin sur cet événement, c'est vraiment un événement où on enchaîne les plénières et il y a des moments avec des ateliers thématiques et des publics plus restreints. Certes, enfin des petites animations comme des concours de pitch de start-up un peu plus récentes, on va dire. Et l'année dernière, il y a le réseau 3D CHU, donc Collab 3D, notre plateforme d'impression 3D qui est située à la Cassagne, fait partie. Et donc, on a pitché à cette occasion-là. Donc, les tiers-lieux d'expérimentation, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un appel à projet France 2030 qui a financé sur 3 ans, donc sur 3 vagues, 37 structures qui sont des consortiums, une grande majorité avec comme chef de file des établissements de santé et notamment des CHU. Et donc le nôtre s'appelle Platine, c'est des tiers-lieux d'expérimentation, pardon, il y a une nuance numérique en santé. Donc chacun avec un focus. Donc nous, il s'appelle Platine, on avait un focus sur les soins d'urgence et les soins non programmés. Et on est lauréat de la vague 2. Et du coup, on a, depuis le lancement de cet appel à projet, il y a une communauté d'animation qui est opérée par la Caisse des dépôts, l'ANAP et l'ANS et qui organise voilà, des journées, des temps forts un peu pour animer cette communauté des 37 tiers-lieux. L'année dernière, elle était en décembre et en mai. À chaque fois, elle est adjointe à d'autres événements. Donc en décembre, c'était aussi sur la Journée nationale du numérique en santé. Et en mai, en même temps que Santexpo. Ça a permis d'annoncer les derniers tiers-lieux lauréats donc de la vague 3 qui était celle de 2024. Ça a permis de faire un zoom sur les appels à projets auxquels les tiers-lieux et les entreprises peuvent répondre, notamment l'appel à projet d'achat d'études d'impact des dispositifs médicaux innovants pour lequel les HL vont bientôt déposer plusieurs dossiers là, le 2 décembre. Voilà. Et si vous souhaitez en savoir plus un peu sur voilà, tout l'univers des tiers-lieux d'expérimentation, Platine, c'est porté par la direction de l'innovation, mais l'ensemble de ceux qui existent sur le territoire, c'est animé par la DNS, donc la délégation du numérique en santé, et la plateforme Genius, qui est un site en ligne qui référence un peu toutes les initiatives autour de ces tiers-lieux d'expérimentation. Voilà, et ensuite Tech for Health et People for Health, qui sont des nouveaux salons. C'était la première édition donc en mars l'année dernière. Donc Tech for Health, c'est la technologie au service de l'efficience. People for Health, c'est l'humain au cœur des organisations de santé. Alors, je vous avoue que l'événement avait fait beaucoup de communication et beaucoup de publications. Voilà, c'est porté par tout un écosystème parisien de l'innovation en santé, donc c'était très très bien vendu. Là, pour la première édition, l'événement était quand même très petit. Il était en parallèle du salon infirmier, en fait, qui drainait la grande majeure partie des événements. Donc voilà, c'était très très un peu auto-centré parisien et très très LinkedIn. Et au final, il y avait quand même très peu de stands. Il y avait moins d'une quinzaine de stands. Et en plus, les entreprises n'étaient pas forcément présentes pour les tenir. Et donc, j'ai mis des photos après. Hop. Voilà, donc il y avait quelques conférences et voilà, les stands étaient assez vides. Et la photo de gauche, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, tout ce qui était en rose, c'était le salon infirmier. Et là, on est déjà sur, pour ceux qui sont déjà allés à Porte de Versailles, au Palais des Expositions, on était déjà sur un dixième du pavillon 7. Donc c'était vraiment très petit. Et le People for Health, Tech for Health, c'est la partie de droite. Et on ne se rend pas compte, mais il y a deux bleus différents. Et le Tech for Health, enfin, c'est vraiment, il y a 4 carrés, quoi. Donc voilà, pour une première édition, c'était très petit, mais à suivre sur les prochaines années.
Et je passe la parole à Jean-François. Oui, Oui, bonjour Jean-François, à pour tous. présenter. Oui, alors, vas-y, je te laisse te présenter. Ouais. Jean-François Menudet, donc moi je suis le responsable d'une des plateformes d'innovation des HL, Station H, qui donc travaille sur la robotique à l'hôpital. Et donc on a eu l'occasion, à la fois Station H et Platine, donc l'autre plateforme donc sur le numérique dont Noéline vous a parlé, d'être présent sur le salon Medinov qui s'est tenu en mars à Lyon. Alors, c'est un salon qui est avant tout destiné à la filière du dispositif médical et vraiment plutôt tourné quand même à la base pour les entreprises de cette filière. C'est-à-dire, vous avez les exposants sont principalement des sous-traitants et des fournisseurs de composants ou de services pour les fabricants de DM. Et les visiteurs sont donc plutôt ces fabricants du produit fini avec pas mal de personnes qui viennent pour repérer des nouvelles technologies, s'informer sur les évolutions réglementaires. Enfin, c'est vraiment voilà, un écosystème du développement industriel. Et il se trouve que cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, les HL avaient un stand. Alors cette année, la particularité, c'est qu'on avait un stand plutôt orienté tiers-lieu numérique, donc vraiment dans la continuité de ce que Noéline a présenté autour de la dynamique tiers-lieu au niveau national, avec du coup les tiers-lieux numériques de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui étaient représentés, dont Platine. Et Station H était sur un autre stand collectif qui était lié au projet européen TFLS, qui est un consortium notamment d'hôpitaux qui travaille sur la validation de l'IA et de la robotique, d'où l'implication de Station H. Donc le bilan, c'est que c'est un salon qui draine toujours autour de quelques centaines de personnes. Là, je pense qu'on est autour de 500 qui est, on a l'impression un petit peu en baisse de fréquentation, mais comme beaucoup de salons. Et en même temps, je dirais que c'est le seul rendez-vous aujourd'hui où on trouve la filière du dispositif médical qui se rassemble. C'est un lieu aussi, il y a quand même des conférences autour de l'innovation qui sont plutôt intéressantes et bah, les HL, pour le coup, aussi étaient bien représentés dans les intervenants, parce qu'on a eu plusieurs participants dans des conférences ou des tables rondes. Et en termes de thématiques, alors vu que c'est très lié au dispositif médical, il y a beaucoup de sujets autour de la conformité réglementaire, alors notamment le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux, et par extension, puisque le numérique et toute l'IA est évidemment aussi une grande tendance dans le domaine, bah, toute la réglementation qui se met en place autour de l'IA, en particulier l'IA Act, qui est un peu la nouveauté là sur cette année. Euh, donc au final, c'est un événement pour nous en tant que plateforme d'innovation qui cherchons à être en contact avec les entreprises, c'est vraiment très intéressant parce qu'elles sont présentes là. Et donc c'est pour nous un rendez-vous sur lequel on a l'occasion de se croiser assez facilement. Et après, pour d'autres acteurs au sein des hospices civils, je pense que c'est intéressant si justement vous voulez vous acculturer à ce que c'est que développer un dispositif médical, quels sont les acteurs, que ce soit des grands groupes, des PME locales et toute la filière qu'il y a derrière. C'est un bon endroit pour ça. Euh, voilà, donc je dirais que si par rapport à son objectif, c'est un bon salon par rapport à l'information qu'on peut vouloir venir y trouver et aller chercher. Et a priori, c'est un événement qui est récurrent sur Lyon maintenant depuis quelques années, donc on suppose qu'en 2026, il sera de nouveau à Lyon. Merci Jean-François. N'hésitez pas, hein, toujours si vous avez des questions, à les poser dans le chat, parce qu'on enchaîne relativement vite vu le nombre de retours qu'on veut vous faire. Donc la suite, c'est le salon, on enchaîne avec le salon Santexpo, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un salon annuel de l'écosystème de santé qui est porté par la FHF, la Fédération hospitalière de France, et qui accueille à peu près chaque année, aux alentours de mai, à Paris, un peu plus de 30 000 participants. Et la thématique de cette année, c'était se transformer, innover en santé au cœur de nos valeurs. Et donc, on va illustrer ce salon en commençant avec Emmanuel Levent, qui est ingénieur biomédical à la direction d'ingénierie biomédicale et de l'équipement, et qui va nous faire une présentation de 2 solutions innovantes qu'il a repérées à l'occasion de ce salon. Emmanuel, c'est à toi. Oui, merci Peggy. On va parler d'abord de chirurgie, après de cardiologie. La première solution, donc, elle est proposée par une société bordelaise qui a été créée en 2019, qui s'appelle Magnitude Surgical. Et elle a développé une technologie en électrochirurgie qui est éco-responsable, frugale, et qui permet de remplacer le manche monopolaire et sa plaque de retour courant, ainsi qu'à peu près une douzaine de dispositifs. Donc le dispositif s'appelle TOM,
pour Tripolar Open Multifunctional. Donc, c'est une technologie en fait, qui va combiner les avantages de bipolaire et monopolaire. Donc, ça permet la dissection chirurgicale sous basse tension sans plaque de retour patient. Donc, on permet de faire la coupe et la coagulation avec le même instrument. Donc, c'est un dispositif qui n'est pas encore marqué CE, qui devrait l'être à l'horizon 2027. C'est un dispositif qui n'est pas compatible avec nos générateurs actuels. Donc, eux, ils ont la solution de proposer un générateur qui, lui, est déjà disponible et qui sera référencé en centrale l'année prochaine. Donc, c'est la photo que vous voyez là. Donc, vous avez sur la partie gauche les entrées pour le monopolaire et le bipolaire, et puis un petit peu plus bas pour l'aspiration des fumées. Et sur la partie droite, quand le dispositif sera disponible, pour le tome. Donc effectivement, l'objectif, c'est de suivre la recommandation de l'HAS, qui précise que l'électrochirurgie est une technologie à haut risque. Et donc, il y a certaines préconisations à suivre, donc de privilégier notamment le mode bipolaire quand cela est possible. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir éviter les interférences avec les implants cardiaques, donc les pacemakers, les défibrillateurs, et également éviter les dispersions électriques, donc les chemins indésirables électriques qui pourraient causer des brûlures, avec des points de contact accidentels comme des points métalliques ou des défauts de mise à la terre. Alors, juste oui, pour rappeler la différence entre le monopolaire et le bipolaire. Monopolaire, on a le bistouri et puis la plaque de retour. Donc, on fait passer finalement tout le courant dans tout le patient. Donc, c'est possiblement un risque. Et puis, le bipolaire, on fait passer le courant uniquement dans une toute petite partie. Alors, le monopolaire est essentiellement utilisé pour faire de la coagulation et de la coupe, mais il est moins performant que le bipolaire pour la coagulation. Donc, slide suivant. Là, l'objectif, c'est d'avoir un seul instrument qui permet de s'affranchir des inconvénients finalement des deux technologies. Donc, voilà, c'est un peu listé. Donc, éviter les risques de brûlure, pouvoir utiliser le dispositif indépendamment des implants cardiaques, de pouvoir effectivement limiter la puissance, et il y a d'autres éléments. Donc, je vais vous expliquer un peu rapidement en quoi consiste le dispositif, c'est sur la slide suivante. Voilà, donc là, vous avez une électrode qui est fabriquée à Evian. Elle est réutilisable, elle est stérilisable une 50aine de fois, possiblement même jusqu'à 300 fois. Donc, on a la partie électrode qui coûte à peu près 2000 € et la partie blanche qui est à une vingtaine d'euros. Et puis, vous avez la partie transparente sur le bas là qui permet de faire et l'aspiration et l'irrigation aussi. Alors, ce qui n'est pas forcément possible aujourd'hui de pouvoir avoir l'aspiration en continu quand vous devez jongler entre le monopolaire et le bipolaire. Sur la partie droite, vous avez effectivement une photo avec un certain nombre d'instruments qui pourraient être remplacés avec cette technologie, donc la plaque de retour patient, le câble de la plaque patient, l'instrument monopolaire bipolaire, la pince bipolaire réglée, etc. Et sur la partie basse, vous avez l'ensemble des fonctions. Alors c'est tout petit, mais l'objectif, c'est pas forcément de vous les montrer, mais c'est pour vous expliquer que en fait, ce dispositif permet de subtiliser un certain nombre de fonctions dans la manière dont il a été conçu. Quand on le positionne dans la main, il y a des possibilités de faire des rotations. Alors sur le slide suivant, on voit un peu comment il fonctionne. Donc ça ressemble un peu à une pince bipolaire. Vous avez une partie, l'électrode, c'est la partie fine, et vous avez ce qu'on appelle la matrice, qui est la partie un peu plus large. Et vous voyez en fait la partie large, c'est comme quand vous allez utiliser un stylo, vous allez poser votre main sur la table, ça va vous servir de support. Et donc le stylo, ça va être la partie fine. Et en fonction de son positionnement, vous allez pouvoir couper ou coaguler. Donc là, ce slide résume un petit peu les gains qui sont attendus par cette nouvelle technologie. Donc vous avez une meilleure coagulation, une meilleure précision de la chirurgie, l'aspiration, comme je le disais tout à l'heure, en permanence des fumées toxiques, la possibilité d'avoir une double équipe simultanée. Donc là, il faudra 2 générateurs avec 2 électrodes. Vous avez également des bénéfices organisationnels. De plus raser les patients, ne plus décoller les plaques. Vous avez la possibilité de remplacer donc un certain nombre d'instruments.
Et puis, c'est une technologie effectivement aussi qui est assez écologique, puisqu'en fait, la partie qui est jetable, elle pèse, je crois, c'est quelque chose comme 2 grammes versus, alors c'était une estimation, toutes les consommables qui seraient utilisées en chirurgie classique, je crois qu'on est à plutôt une centaine de grammes. Alors pour terminer, donc c'est un dispositif qui sera marqué CE dans 2 ans, qui est déjà utilisé chez les vétérinaires. Aujourd'hui, il y a une ITI clinique multicentrique en chirurgie viscérale qui est prévue en 2026-2027 par le service de santé des armées, qui font essentiellement de la chirurgie d'urgence. Donc en fait, en laparo, et donc ils veulent évaluer sur tout type de tissu cette technologie. Ce qui serait suffisant pour valider l'utilisation pour les disciplines de gynécologie, ORL et CNO. Donc ce qui serait proposé par la société, c'est de venir faire une présentation d'1 heure, une présentation théorique et une formation pratique. Alors ils viennent avec tout le dispositif et également ce qu'on appelle les cuisses de poulet pour pouvoir que les chirurgiens puissent s'exercer. Et ce qui sera à venir dans un second temps, donc ils ont déjà un générateur et ils ont un générateur plus petit qui est prévu pour la chirurgie ambulatoire. Donc ça, c'était pour la première technologie. Et sur la slide suivante, je vais vous parler d'un autre dispositif qui est un dispositif numérique. Donc, c'est la société Canopy Med, qui est une spin-off du CHU de Montpellier, également créée en 2019, et donc qui va développer un DM qui intègre de l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours de soins des patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Donc le dispositif s'appelle Predic. C'est un dispositif qui n'est pas encore marqué CE, il est de classe 2B. Il sera marqué CE au printemps 2026. Et donc, il a été développé par des cardiologues et validé par une étude clinique au CHU de Montpellier. En fait, il est conçu pour aider les cardiologues à personnaliser les parcours de soins de patients. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur le slide d'après. Donc, l'insuffisance cardiaque en France, ça représente à peu près 150 000 hospitalisations avec des longs séjours et à peu près 17% de réhospitalisation et des décisions complexes pour les médecins. Donc, c'est à peu près 30% de patients à haut risque. Et donc, l'objectif, c'est de prioriser ces patients et de pouvoir libérer des lits pour les patients qui seraient à bas risque. Puisqu'aujourd'hui, les recommandations, c'est 8 jours. Ce qui a été estimé, c'est de réduire d'1 journée la durée d'hospitalisation. Donc, ça peut représenter une centaine de jours par an. Alors, comment ça fonctionne? Donc, c'est des données qui vont être recueillies pendant le parcours du patient, pendant le cours du séjour. Et également, c'est des données d'hospitalisation antérieure. Donc, c'est un des prérequis, c'est d'avoir au moins eu une hospitalisation antérieure. Donc, on va utiliser des données biologiques, démographiques, les comorbidités du patient, les antécédents, l'historique du parcours de soins. Donc, ça, c'est des données qui sont issues du PMSI local. Et pour obtenir après un score qui va aller de 0 à 10 avec un seuil qui a été fixé de manière statistique à 5,5. Donc en deçà, on a un faible risque. Et puis, il y a des recommandations qui seront associées en fonction du risque. Donc, il y a les attendus pour les patients, c'est éviter les réhospitalisations et améliorer la qualité de vie. Pour les médecins, c'est d'avoir un gain de temps avec l'aide de cet outil. Et puis, pour l'hôpital, de pouvoir éventuellement avoir une réduction des durées de séjour pour les patients qui seraient à bas risque. On voit à quoi ressemble donc une fiche patient. Donc, vous avez les données démographiques du patient. Vous avez le score. Donc là, vous voyez, il est à 7,6 sur 10, donc un risque élevé. Vous avez en dessous les recommandations qui sont liées à ce haut risque. Et en fait, ce score est issu, alors sur la partie haute, vous voyez un bar graphe avec justement les principaux facteurs de risque qui ont été utilisés pour déterminer ce score. Donc vous avez là, en l'occurrence, c'est l'âge qui est prédominant, un certain nombre de comorbidités et puis une liste de comorbidités qui ont été identifiées par les cardiologues comme étant des éléments qui devaient figurer pour justement calculer ce score. Donc ouais, c'est juste pour dire sur quel est le taux de performance, quelle est la performance de l'outil. Donc aujourd'hui,
il a été démontré à peu près plus de 90% de valeurs prédictives négatives, donc c'est pour les patients à bas risque. Ça a été fait sur des données, comment dire? Ça a été fait sur des données rétrospectives. Donc là, actuellement, il y a 4 preuves de concept qui sont en cours d'évaluation. Donc au CHU de Toulouse, ils sont en train d'évaluer la partie cybersécurité du DM et l'interopérabilité. Sur le CH de Chalon, ils font une évaluation de leurs données rétrospectives pour évaluer la performance de Prédic. Pour les hôpitaux Nord-Franche-Comté, c'est également l'interopérabilité. Le CH de Troyes, ils souhaitaient voir l'impact médico-économique, notamment sur la tarification. Et puis le CHU de Montpellier a déposé une réponse à l'appel à projet des DMN numérique à BPI. Et pour terminer, donc, pour le CH les HCL, en quoi ça pourrait être intéressant? Alors, le professeur Bonnefoy, donc, de l'unité de soins intensifs de cardiologie du GHE a été approché par la société, donc il est intéressé pour éventuellement travailler et faire une évaluation sur nos données rétrospectives. Et puis post-marque HCE, puisqu'il va arriver bientôt, on pourrait également avoir une mesure d'impact en conditions réelles. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Santexpo, c'est aussi l'occasion d'avoir un bon vecteur de communication sur des partenariats et alliances stratégiques. Et du coup, ce sera l'occasion pour Jean-Christophe Bernadac, qui est directeur des services numériques, pour ceux qui ne le connaissent pas, de nous présenter l'alliance SIH qui a été annoncée à l'occasion de ce salon. Jean-Christophe, c'est toi. Merci Peggy. Bonjour à tous. Donc, l'Alliance SIH a fait l'objet d'une conférence de presse une semaine avant Santexpo. C'est une alliance qui réunit actuellement 3 acteurs, la Poste Santé Autonomie, le GIP Cepage et les Hospices Civils de Lyon, avec une volonté commune qui est de créer une nouvelle approche pour le système d'information hospitalier qui est centrée sur la chaîne de valeur des données et non pas sur les outils qui constituent notre système d'information, et qui doit en fait nous aider à reprendre un peu la main sur nos données et à maîtriser aujourd'hui cette complexité que nous avons, que toutes les données qui sont nécessaires à nos projets innovants sont détenues par de très nombreuses applications complètement cloisonnées et très difficiles en fait à extraire ou à concilier. C'est une ambition portée par les Hospices Civils de Lyon, alors bien sûr à 2 titres, hein. D'abord parce que nous sommes utilisateurs de ces systèmes d'information innovants en tant qu'établissement de santé, mais aussi acteurs, puisque bien sûr cette alliance prend tout son sens dans le cadre de la stratégie de développement d'EasyLy que nous menons conjointement avec le GIEOPSIS qui en assure la diffusion, avec bien sûr une volonté, au travers de ce système d'information centré sur la donnée, de pouvoir répondre à un certain nombre de défis auxquels aujourd'hui nos établissements sont confrontés. Bien sûr, les HCL sont concernés, comme aider et assurer la continuité et la qualité des prises en charge, renforcer l'attractivité des métiers du soin, aider toutes les activités relatives à la recherche ou à l'innovation, et puis essayer de redonner également, et là c'est les technologies d'IA souvent qui sont positionnées sur ce terrain, du temps médical et soignant pour nos différents professionnels. Alors concrètement, à quoi va ressembler le système d'information dans le cadre de l'Alliance SIH? Notre objectif, c'est d'organiser et de structurer les couches qui constituent aujourd'hui un système d'information hospitalier. Donc on retrouve bien sûr le périmètre administratif, le périmètre production de soins, le périmètre parcours, télésanté, le périmètre recherche, et de faire en sorte en fait que ce système d'information soit construit sur un socle de données commun qui va permettre de centraliser, structurer et sécuriser bien sûr toutes les informations de santé qui vont permettre ensuite de pouvoir réutiliser ces données pour tous les projets de recherche ou d'innovation que nous souhaiterons accompagner. Bien sûr, il ne s'agit pas de construire ce socle de données ex nihilo, et nous avons adopté, dans le cadre de l'Alliance, un certain nombre de standards internationaux qui aujourd'hui sont les standards majeurs dans le domaine de l'interopérabilité, tels que FHIR, dans le domaine de la recherche sur données, tels que OMOP, ou dans le domaine de la structuration des données cliniques, tels que OpenEHR. La cible, bien sûr, c'est grâce à ces systèmes d'information innovants centrés sur la donnée, assurer une meilleure prise en charge clinique des patients avec différents axes
d'amélioration, d'abord côté recherche clinique, ensuite sur le pilotage de nos établissements, ensuite sur la qualité perçue du travail des soignants, bien sûr sur la continuité des soins tout au long du parcours de santé, sur la santé populationnelle et également sur la médecine personnalisée qui a besoin de données de qualité pendant toute la durée de la prise en charge du patient, même au-delà de l'établissement. Pour nos établissements, c'est une rupture architecturale, puisqu'en fait, on passe d'une logique d'application propriétaire. Nous avons aux HCL environ 800 applications propriétaires, toutes pas forcément avec le même niveau d'importance, mais c'est vraiment extrêmement morcelé, à une logique d'une architecture centrée sur la donnée, qui soit ouverte et standardisée, où en fait, bien, notre établissement, va garder la maîtrise de ces données, peu importe les applications et leur renouvellement fréquent que nous avons à mener, et surtout, et je pense que c'est un point qui est très important et très attendu, avoir la possibilité d'ouvrir l'accès à ces données aux acteurs que nous aurons choisis, que l'on souhaite travailler avec une start-up ou une société plus établie, telle qu'un éditeur, dans lequel on va, dans le cadre d'un partenariat, éventuellement tester une solution innovante ou vouloir l'intégrer à notre système d'information. Alors l'approche que nous préconisons est non hégémonique. On ne souhaite pas, au travers de l'alliance SIH, créer un peu comme dans le modèle américain, une surconcentration des acteurs qui imposent leurs standards. Souvent on fait référence à EPIC ou Cerner, mais on est plus en fait dans l'idée que si les acteurs aujourd'hui du système d'information hospitalier français adoptent les mêmes standards et architecturent leurs applications autour d'un référentiel OpenEHR, eh bien, ça nous permettra ainsi de pouvoir constituer un consortium d'applications coopératrices qu'on pourra ensuite, qui permettront de constituer un écosystème innovant pour les établissements de santé. Dans le cadre de cette alliance, on a aussi un objectif de mutualisation de ressources. On a des travaux de R&D qu'on va pouvoir faire en commun avec la Poste Santé Autonomie, le GIP CEPAGE. Et puis enfin, rappelons quand même que nous sommes pragmatiques et l'approche est progressive. Il ne s'agit pas de créer une rupture dans les systèmes d'information hospitaliers actuels, mais de mettre en place une migration progressive vers ce type d'architecture pour permettre ensuite de pouvoir en tirer les avantages. Donc la partie droite de la diapo, c'est simplement rappeler que vous avez en fait la carte en Europe de l'adoption de OpenEHR. Il n'y a pas d'initiative recensée en France aujourd'hui. Il y a des pays précurseurs en Europe, parmi lesquels essentiellement des pays d'Europe du Nord, Suède, Finlande, Norvège, Pays-Bas, et puis la Slovénie. Ce qui est aussi important de noter, c'est que vraiment c'est une approche qui vient du terrain. La majorité des initiatives autour de OpenEHR sont régionales ou portées par des établissements. Quelques pays ont fait une adoption nationale, mais il y en a très peu. Souvent, on cite la Slovénie et l'Estonie, mais en fait, la plupart des États privilégient plutôt une approche progressive avec des établissements pilotes, éventuellement des régions, et pas forcément une adoption étatique ou européenne de ce type de standard. Et bien sûr, au cours de ces 5 dernières années, il y a eu une très très forte accélération du déploiement de ce standard dans des projets d'envergure. Je pense que peut-être un des plus récents sur lequel un retour d'expérience a été fait lors de Santé Expo, c'est celui de la région Catalogne, qui a complètement construit en fait son DMP, si je fais le parallèle avec le projet français de Mon Espace Santé, sur l'approche OpenEHR, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une plateforme de données cliniques à l'échelle de la région Catalogne qui a une grande valeur pour les projets menés dans ces établissements. Je terminerai pour maintenant rentrer dans le concret, comment en fait nous allons progressivement intégrer cette technologie dans nos propres solutions. Donc c'est la diapo suivante. La première étape, c'est d'identifier un partenaire industriel qui dispose aujourd'hui d'une implémentation opérationnelle de la technologie OpenEHR. En fait, on a identifié 2 sociétés, une allemande et une slovène, Vita Group et Better. Et donc, nous sommes en train en fait de travailler actuellement à l'élaboration d'une preuve de concept. On a mis en commun en fait les équipes de développement des 3 acteurs qui vont rendre leur évaluation courant décembre, et ça nous permettra de faire un choix
Bien sûr, notre stratégie est pragmatique, c'est-à-dire qu'en fait, si on s'appuie dès le départ sur une solution industrielle, c'est pour aller plus vite et pouvoir démarrer rapidement avec un partenaire industriel. Mais en parallèle, eh bien, dans le cadre de l'Alliance, on va lancer un projet interne de développement de notre propre technologie. Et puis, on espère à terme, effectivement, pouvoir développer une solution en interne basée sur les travaux open source qui ont été faits dans ce domaine et qui nous permettra ensuite de conserver notre indépendance et de pouvoir maîtriser notre modèle économique. Donc nos critères de choix, hein, c'est vraiment cette indépendance technologique, c'est le fait de ne pas forcément tout mettre les œufs dans le même panier avec une seule technologie OpenEHR, d'assurer la migration de nos systèmes existants avec bien sûr toutes les étapes de transition possibles, et puis d'aller, dans la mesure du possible, le plus rapidement vers ces refontes architecturales pour que bien sûr nos solutions puissent en tirer les bénéfices et que la valeur ajoutée que nous avons identifiée précédemment pour améliorer la qualité de la prise en charge puisse être réelle au sein des établissements. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Toujours pas de questions sur cette alliance stratégique qui va nourrir un peu la stratégie, la gestion de nos données, développement des solutions innovantes, ensuite? On enchaîne? Une autre annonce qui a été faite à l'occasion de Santexpo et qui s'est complétée d'une autre par la suite, c'est, des partenariats entre la direction du numérique en santé et des centrales d'achat. Donc ça a commencé par le RESA et ça s'est enchaîné ensuite avec UniHA et c'est Noéline qui va nous présenter, ces partenariats. Donc ça, c'est le partenariat qui a été, donc comme l'a dit Peggy, à la suite de Santexpo. Donc il y a eu un partenariat qui a été annoncé avec UniHA, donc entre la délégation du numérique en santé, la DNS, et UniHA. Il est assez discret comme partenariat parce qu'à part une publication LinkedIn et quelques intervenants, il n'y a pas eu beaucoup de communication. Les contenus sont un peu flous, mais il y a quand même une initiative très concrète, qui est la mise en place d'un marché public innovation qui permet aux structures comme les tiers-lieux d'expérimentation comme Platine ou Station H ou d'autres structures qui testent et expérimentent des solutions innovantes à l'hôpital, de faire référencer les solutions testées dans ce marché-là sur... alors on ne l'a pas encore testé pour de vrai, mais a priori sur simple demande. Et donc ce marché-là fonctionne avec la création de catégories spécifiques pour chaque demande qui est faite pour l'entreprise. Voilà, et ensuite UniHA qui est aussi un partenaire des hospices. Voilà, depuis l'annonce de ces partenariats, nous, on s'est rapproché d'eux côté direction de l'innovation avec aussi la direction des achats. Et c'est vrai qu'ils peuvent accompagner nous qui sommes des structures aussi un petit peu émergentes au sein de l'écosystème. Voilà, ils ont un véritable accompagnement qui permet de faire le lien entre les entreprises qui développent des innovations en santé, nous qui pouvons les tester et les expérimenter, et ensuite comment on les référence en centrale d'achat, qui était un peu, je l'avais évoqué au tout début de ce webinaire, ce qui avait été remonté en 2024 lors du CHU Health Connection Day, qui était un lien manquant. Donc voilà, slide d'après, et le RESA fait la même chose, alors de manière un peu plus publique et avec des actions plus concrètes, mais enfin sur le papier plus concrètes qu'on n'a pas encore testées. Et vraiment à destination donc, des tiers-lieux d'expérimentation numérique en santé, où ils veulent vraiment se positionner comme étant un acteur qui permet la pérennisation de ce type de structure, avec notamment un financement de 500 000 € par an dès 2026 pour soutenir l'ensemble des 37 tiers-lieux. Un programme TLE 360 degrés pour venir accompagner ces structures sur la partie méthodologie, structuration du modèle économique et formation à l'achat public. Et alors eux, par contre, la création de marché est un chouïa plus complexe avec des trames qui sont en cours de travail pour une certaine forme de standardisation. Donc on va dire que chez RESA, la partie amont est peut-être plus cadrée, plus structurée et plus opérationnelle. Et par contre, la partie
référencement est encore un peu plus flou ou avec, voilà, avec des mécanismes parfois plus lourds à solliciter. Alors que chez UniAchat, voilà, c'est un peu plus light, on va dire, sur la partie amont, mais par contre, le passage au référencement a l'air beaucoup plus simple. Voilà. Merci Noéline. Alors sans transition, maintenant on enchaîne avec un salon, un salon un peu plus local puisqu'il se déroule à Lyon chaque année et qui est très spécialisé autour de l'impression 3D. Et donc là, c'est Méga Virelli qui est ingénieur impression 3D au sein de la plateforme Collab 3D qui va nous en faire une rapide présentation. Bonjour à tous. Donc, comme Peggy l'a dit, c'est le salon 3D Print. Donc, cette année, il a eu lieu à Lyon. Parfois, il a lieu à Paris. Donc, c'est un salon qui est assez généraliste sur la fabrication additive. Cette année à Lyon, il y avait environ 300 stands. Donc, avec l'équipe Collab 3D, nous, on a eu la chance de y aller, mais en tant que visiteur. Et donc, il y a des fabricants, des fournisseurs de machines. Il y a également des éditeurs de logiciels. Et tout ce qui touche aussi aux matériaux dans l'impression 3D. En termes de visiteurs, cette année, il y a eu 3000 personnes, que ce soit des professionnels, mais il y a aussi pas mal de particuliers. Il y a des conférences sur l'impression 3D. Parfois, il y a des sujets dans le médical. Cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est un salon qui a lieu une fois par an et qui est gratuit. Et l'intérêt, notamment pour Collab 3D, d'aller sur ce type de salon, c'est de lier des contacts privilégiés avec les commerciaux et bien sûr faire de la veille sur les nouvelles technologies et les sorties de nouveautés. Merci Bélia. Un autre salon qui est un peu plus connu, beaucoup plus généraliste et très centré innovation tech, donc à Paris, Vivatech, salon pour lequel c'était la première fois qu'on s'y rendait, et c'est Noéline qui va nous faire un petit topo sur le sujet. Oui, donc Vivatech, pour ceux qui connaissent un peu les salons sur les technologies de pointe, etc., c'est un peu l'équivalent français du CES de Las Vegas qui a lieu en janvier tous les ans depuis quelques années. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout un salon santé, c'est vraiment technologie de pointe, innovation, IA, souveraineté technologique. Voilà, on parlait d'hybridation vivant numérique. C'est un énorme salon, c'est 180 000 visiteurs sur 4 jours, 14 000 startups exposantes. C'est très dense et très grand. Alors, note pour nous-mêmes et pour vous, si jamais vous êtes intéressés pour y participer, c'est assez indigeste en tant que tel. Du coup, forcément, il y a un modèle qui s'est monté où il y a des visites guidées qui peuvent être organisées par le salon lui-même ou des organismes de conseil qui sont payantes en plus du prix du salon. Mais enfin, on pense que c'est assez nécessaire parce que sinon, c'est vraiment très, très immense. Le tarif est aussi assez élevé. Pour un visiteur, on est au minimum sur du 210 € par personne. Et les stands, si on veut exposer, c'est un minimum de 18 000 € pour un stand de 9 mètres carrés. Et ça, c'était les tarifs de l'année dernière. Sur l'édition de cette année, c'était vraiment la grande messe du partenariat NVIDIA avec Mistral. Enfin voilà, c'était vraiment... c'était en juin l'année dernière, donc on était vraiment dans les grandes annonces d'IA, de volonté de souveraineté technologique. Donc c'était vraiment les grands mots d'ordre. Sinon, c'est une source d'information quand même en santé. Voilà, il y a plein d'entreprises, des technologies de pointe qui ont des solutions en santé. Donc c'est aussi représenté, même si c'est pas la thématique principale du salon. Du coup, petits exemples, nous, d'entreprises avec lesquelles on a pu faire un peu du lien. Il y avait l'association Femtech. Et en robotique, on a repéré Buddy, qui est un petit robot social qui fait maintenant partie de l'équipe de Station H. Miroki, qui est un des robots développés par la société Enchanted Tools, pour lequel Station H travaille sur un partenariat de recherche avec l'INRIA aussi. Et SquareMind, alors ça, il y avait beaucoup de robotique de ce type en santé qui sont des scanners cutanés, voilà, qui vous scannent entièrement et qui permettent de repérer les lésions dermatologiques. Et du coup, slide suivante, où il y a quelques photos. Voilà, donc ça, c'est une petite photo. Ça doit être, je sais pas,
allez, un dixième du salon, même pas, un cinquième du salon. Voilà, et donc il y a énormément de monde, ça embolise même les transports parisiens. Voilà, c'est un espèce de fête des Lumières de la technologie sur le sud de Paris. Voilà. Merci Noéline. Alors après, on enchaîne avec Stéphanie Lyon, qui est responsable opérationnelle de la plateforme Colibri et qui va nous faire un retour sur la journée du SNITEM qui portait sur les startups innovantes dans le domaine du dispositif médical. Bonjour à tous. Oui, effectivement, avec Jean-François Menudet de Station H, on s'est rendu au SNITEM qui a eu lieu à la Cité des Sciences à Paris en juin 2025. Donc, comme l'a dit Jean-François plus tôt pour Medinov, c'est un peu le même, enfin le salon qui est destiné au dispositif médical également, mais là plutôt avec une vision un peu plus nationale, avec une représentation chaque année du ministre de la Santé, voire de l'économie, et avec un discours qui permet de voir les stratégies ministérielles, gouvernementales par rapport au dispositif médical dans le milieu de la santé. Donc, je vous ai fait des diapos assez exhaustifs sur le contenu du salon. Après, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que on avait une très bonne proximité avec les entreprises qui étaient là sur place. Ça fait 3 ans qu'on se déplace chaque année à ce congrès. On a vu, enfin, moi, j'ai constaté une évolution de la prise en compte du volet RSE dans la conception des dispositifs médicaux et aussi pour réfléchir à la réutilisation des dispositifs, mais ne plus sortir un petit peu de l'usage unique de ces dispositifs. Il y a une réelle prise de conscience. Ce n'est pas, enfin, à mon sens, du greenwashing. Il y a vraiment des choses qui sont proposées, mises en place, avec aussi des sociétés qui proposent des analyses de cycle de vie des différents dispositifs. C'est des entreprises qu'on ne voyait pas les années précédentes sur ce type de salon, et aussi la représentation de l'ensemble des participants aux conférences liées au volet RSE, au volet comment je calcule l'analyse de cycle de vie de mon matériel, et aussi l'éco-conception du matériel. Il y a eu même un prix qui a été attribué à une société qui présentait ce genre d'effort. Donc, pour moi, c'était un salon qui était très productif, notamment pour avoir, comme je vous le disais, la vision un peu nationale de ce qui se passe au niveau du dispositif médical, mais aussi de voir un peu changer, prendre le pouls de ce qui se passe au niveau de la conception des matériaux, de la prise de conscience des industriels, de l'impact écologique. Et si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et je vous ai mis aussi quelques exemples des prix des startups qui avaient été sélectionnés pour ce congrès. Et vous verrez que c'est assez exhaustif, et c'est surtout assez hétérogène comme récompense lors de ce congrès. Donc, pour moi, si je devais mettre une note, ou est-ce que vous devez vous rendre à ce salon, c'est un salon qui me plaît bien et pour lequel on a beaucoup d'interactions avec les industriels assez facile. Donc, je pense que c'est toujours à moi pour enchaîner sur un autre salon. Ah non. Je vais Non, laisser la main. merci Stéphanie. Vu qu'il nous reste 5 minutes, je vais essayer on va peut-être bouleverser l'ordre du jour, et pour laisser un peu de temps à Fabienne Boinet et Éric Matelin du département de maîtrise d'œuvre interne de la direction des affaires techniques, de nous faire un retour sur les journées d'architecture en santé qui se sont tenues à Menton. Si vous voulez bien, Fabienne ou Éric. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Donc effectivement, on va vous faire une présentation à deux voix, Fabienne Boinet et moi-même. Donc tous les deux, nous sommes architectes au département d'architecture et de maîtrise d'œuvre au sein de la direction des affaires techniques. Et on tenait à vous faire ce retour sur les 7e journées effectivement qui sont déroulées à Menton, les journées d'architecture en santé. Alors pourquoi? D'abord parce que en fait, l'architecture en santé est en train de faire un grand virage, l'architecture en général, mais en santé aussi. Pourquoi? Face au changement climatique d'abord, et puis deuxièmement,
on a une réglementation environnementale 2020 qui s'applique actuellement à tous les bâtiments en général et pas tout à fait encore aux bâtiments de la santé, et ça ne saurait tarder. En fait, on attend un arrêté pour appliquer cette réglementation qui ne devrait pas tarder et s'appliquer en premier lieu donc au secteur tertiaire de l'hôpital. Hein. Mais petit à petit, cette loi va évoluer et on va dire dans très peu, enfin une petite échéance, cela va modifier quand même assez profondément l'architecture en santé. Voilà. Donc sur ce premier point là qui est zéro impact, en fait ce salon regroupe des architectes spécialisés dans le domaine de la santé, francophones. Donc il y avait des partenaires qui venaient de Belgique, du Canada. Donc on était assez nombreux et ça nous permet effectivement d'échanger, et on voit que, comme l'a dit Eric, la question fondamentale du salon de cette année-là, de cette année 2025, était bien la question environnementale qui nous occupe tous, et notamment au niveau des bâtiments, puisque l'impact carbone est très important pour les bâtiments hospitaliers. Les calculs nous montrent que 70% des consommations correspondent à l'utilisation des matériaux et 30% à l'énergie produite par 30% produite par le résultat de l'énergie utilisée dans les bâtiments. Donc, en fait, on s'aperçoit que... oui, ça se met là. Non, attends, pardon. Ça se met là. Excusez-nous, parce qu'on allait... un petit problème technique. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il est urgent de prendre conscience et d'apporter des modifications dans les constructions des bâtiments. Donc, le sujet fait quand même de se dire quelles sont les stratégies qui sont à mettre en place pour avoir des bâtiments qui sont un peu plus raisonnés et raisonnables. Donc, sur ces stratégies, il y a 3 points qui ont été développés. La réduction des émissions initiales de CO2, donc avec le choix des lots techniques et des matériaux biosourcés, par exemple. Le deuxième point était l'évolutivité pour prolonger le cycle de vie de l'hôpital et pour répondre aux besoins futurs des transformations ou des extensions, notamment la prise en compte de la structure de la trame constructive des bâtiments, ainsi que les rythmes des façades pour permettre une évolutivité à l'intérieur des bâtiments de ces bâtiments hospitaliers. Et le dernier point étant les modes constructifs avec des recherches de nouveaux matériaux comme le béton bas carbone qui est déjà utilisé mais qui est également en cours de recherche, les structures bois et d'autres matériaux. Ensuite, le point suivant, une des pistes de stratégie et la définition du BIM. Donc, Eric va vous parler du BIM. Voilà, le BIM, bon, c'est vrai qu'on a l'habitude d'en entendre parler plus couramment maintenant. En fait, donc, je rappelle que le BIM, ça veut dire Building Information Model. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on a une maquette numérique 3D implantée d'informations sur tous les équipements techniques. Voilà, donc en fait, c'est une façon de travailler, c'est un outil d'aide à la conception et surtout, voilà, c'est un travail collaboratif qui permet d'avoir une maquette, on va dire, d'études partagée entre tous les intervenants du bâtiment. Voilà. Et ce travail collaboratif, comme on l'a mis sur les diapos, ça permet de structurer un peu l'information et surtout, ça fiabilise les données de départ des bâtiments et ça facilite les échanges, que ce soit en interne ou en externe avec des bureaux d'études et tous les intervenants classiques. Voilà. Donc, cette maquette numérique, le but, c'est qu'elle accompagne en fait le bâtiment tout au long de son cycle de vie, donc à la faire évoluer, effectivement. Donc, elle part de la conception à la réalisation, elle suit les travaux et surtout, elle devra servir à l'exploitation maintenance et au réaménagement et démolition, jusqu'à la démolition, c'est-à-dire le cycle complet du bâtiment. Voilà. Donc, cette maquette numérique, c'est vrai que c'est un socle commun de données et elle doit être complétée au fur et à mesure, donc je le disais, de la vie du bâtiment. Voilà. Donc, c'est un nouveau levier stratégique, comme je l'ai mis à la fin, un dernier point, qui sert à la gestion du patrimoine et puis à la suivi des performances énergétiques, voilà, et de la maintenance du bâtiment. Donc ensuite, sur
Sur la planche suivante, en fait, adaptation au changement climatique, ça c'était un des points majeurs aussi que on a repéré lors de ces journées. Les bâtiments doivent être résilients face aux risques naturels, donc concernant les tempêtes, les inondations, les canicules. Donc on a plein de nouvelles données qu'on arrive à quantifier et qu'on doit prendre en compte. Notamment, on avait des exemples dans les Antilles avec des nouvelles constructions de CHU où effectivement on doit répondre aux problématiques des tempêtes, des inondations et des canicules qui sont plus conséquentes que sur notre territoire ici. Et effectivement, en fait, l'idée, c'est vraiment que dans la conception et dans les mises en œuvre, on prenne en compte ces nouvelles données qui vont très, très vite et de savoir comment on va utiliser tous ces éléments, notamment l'eau, comment on résiste à la canicule. En fait, c'est vraiment un très, très vaste sujet. Donc, ce salon nous permet d'avoir des exemples déjà, soit de conception, soit de réalisation, et qui nous permettent aussi de quantifier, parce que souvent dans le bâtiment, quand on parle de ces sujets-là, on a un peu de mal à quantifier les données et toutes ces expériences sont très riches parce qu'elles nous permettent d'avoir un vrai REX sur ce qui se fait et c'est très important. Nous, on sait qu'on est plutôt favorable à conserver les bâtiments existants et à faire de la réhabilitation quand on peut intégrer le programme dans le bâtiment existant plutôt que de tout rebâtir et de déconstruire et de tout rebâtir. Il y avait aussi la prise en compte de l'inconfort intérieur qui est un sujet grandissant avec la question des rayonnements solaires directs. Donc des travaux présentés sur les protections solaires, ce qui permet de dessiner, de décrire des nouvelles façades avec effectivement des nouveaux types de vitrages, des nouveaux types de châssis, des nouveaux types de protection solaire que maintenant on va peut-être mettre plus verticalement qu'horizontalement, avec des études solaires aussi qui se développent, tels que le logiciel Heliodon qui nous permet d'avoir une vision de ce que va être, quel rôle va jouer l'ensoleillement sur la nouvelle façade conçue ou sur une façade réhabilitée. Il y avait également développé l'insertion des terrasses et les îlots végétalisés, sachant que les terrasses végétalisées apportent un confort important dans tous les types de bâtiments, mais que dans les bâtiments hospitaliers, c'est un peu difficile parce qu'on a souvent beaucoup d'infrastructures techniques sur les toitures. Donc, comment arriver, nous, dans les bâtiments hospitaliers, à intégrer les îlots végétalisés qui apportent un certain confort et également le confort apporté par les plantations qui peuvent permettre effectivement d'apporter une protection sur les façades des bâtiments. Et également, le dernier point, l'utilisation de technologies nouvelles et vertueuses comme la géothermie. Le sujet jusqu'à présent était vraiment la production de chaleur, mais aujourd'hui, c'est aussi comment on va pouvoir rafraîchir les bâtiments. Donc, beaucoup de sujets développés lors de ces salons et qui reste quand même le salon référence des projets hospitaliers. Voilà, donc juste en conclusion, vous l'avez compris, donc il y a une grande mutation actuelle de l'architecture hospitalière, donc qui vise, comme beaucoup de choses, un développement durable actuel, et qui vise aussi l'hôpital numérique, parce que sans ces nouvelles technologies, je pense qu'on aura du mal à gérer les hôpitaux qui sont de plus en plus pointus. Qui vise la résilience des infrastructures face au changement climatique, et puis les innovations technologiques pour la sobriété énergétique, puisque là, c'est le lot de tous d'essayer de moins consommer et de moins dépenser. Un grand merci Eric et Fabienne. Il y a une question dans le chat pour vous d'Anis Bienvenue sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Est-ce que ça a été abordé dans le cadre de ce congrès, notamment au niveau des choix des matériaux qui forcément doivent guider cet enjeu de la qualité de l'air intérieur? Alors, ça n'a pas été un point très fort. Alors, on en a parlé déjà dans ces santé
d'architecture en santé à Menton. De mémoire, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, ça a été moins le focus sur le traitement de l'air. Mais par contre, oui, c'est très important, notamment enfin, ce qu'on disait, l'insertion même de paysagers au sein de l'hôpital, ça comment dire, participe au traitement de l'air. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Et sur les matériaux aussi. Voilà. Ça a été moins le thème cette année, mais effectivement, c'est un thème C'est un à thème développer. récurrent. C'est un thème Oui. récurrent Ouais. sur les matériaux, effectivement, Ouais. qui sont assez complexes. On ne parle pas des matériaux constructifs, hein, l'utilisation du bois, l'utilisation des fibres végétales. Bon, ça, on n'en parle pas parce que c'est de la construction, mais à l'intérieur des bâtiments, oui, il y a pas mal et comme dit Eric, c'était pas vraiment développé sur ce salon, mais il y a toujours de la recherche en cours pour avoir des produits qui, à la fabrication, sont moins, on va dire, moins énergivores, qui permettent également d'apporter une qualité de l'air plus agréable à l'intérieur des bâtiments et où on commence à supprimer le maximum de colle, de choses comme ça, des choses qui sont pas nocives directement, mais voilà, l'idée c'est quand même d'épurer les bâtiments, enfin de trouver les bons matériaux. C'est un peu aujourd'hui aussi le challenge, et il y a plein de constructeurs qui poussent des études, et on est en relation avec eux, et on est prêt à essayer leurs produits, sachant qu'on doit toujours répondre à des produits qui doivent répondre à des normes de sécurité incendie et des normes d'hygiène également. Et c'est sûr que ça va bousculer un peu les habitudes, enfin, de matériaux qu'on a au sein des hospices civils ou d'autres centres hospitaliers. En fait, donc c'est vrai qu'il y aura une révolution aussi à ce niveau-là, en fait, dans le choix des finitions en fait intérieures. Hein. Ok, merci beaucoup. Écoutez, désolé, on a un petit peu débordé, mais on voit que la richesse de ce qui a été présenté aujourd'hui, bon, le programme était un peu ambitieux, mais c'était, j'espère, pour ceux qui ont participé, hyper intéressant. Merci aux intervenants, merci beaucoup. Bon, on vous a mis une liste de ce qui se profile potentiellement pour l'année prochaine. On a 2, 3 événements qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter, donc si jamais vous êtes intéressé par la présentation PowerPoint, on pourra l'envoyer, n'hésitez pas à nous questionner. Et en dernière information, le prochain webinaire qu'on organisera, il n'y en aura pas en décembre, mais ce sera en janvier, et la thématique sera la low-tech en santé. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de semaine à tous et à bientôt.